Bonjour Raphaël Benet. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview sur la chaîne des Fous de Normandie. Alors est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire un petit peu quel va être le sujet de notre discussion aujourd'hui, s'il te plaît? Alors, merci. Je m'appelle Raphaël Bénet. J'ai, mon parcours, c'est que j'ai terminé médecine, à la faculté de médecine de Zagreb, en Croatie. Après j'ai bossé un petit peu dans un laboratoire de neurosciences développementales. Suite à ça, j'étais 6 ans et demi neurologue dans le service de neurologie du CHU de Zagreb. Et ensuite, je suis venu en Suisse, dans le canton du Jura, en tant que pédopsychiatre. Bientôt, en mai, je commence, en tant que chef de clinique adjoint dans le CCA, donc c'est, le centre de référence pour, les troubles du spectre autistique. Et je vais être, dans le secteur nord, donc Yverdon, quoi, en Suisse. D'accord, et donc tu voulais qu'un petit peu qu'on parle du diagnostic de TSA parce que, pour les personnes qui connaissent évidemment la chaîne, moi c'est un diagnostic qui m'intéresse beaucoup, je m'intéresse à plusieurs diagnostics de manière peut-être un peu plus obsessionnelle que d'autres, notamment le TDAH, le TSA, les troubles anxieux, et le TSA c'est un diagnostic que je considère comme extrêmement précaire, extrêmement hétérogène. Et comme tu le sais, mais je crois que c'est aussi ton cas, on appelle à une psychiatrie peut-être plus dimensionnelle. Mais toi, je crois que je sais que tu es très, enfin, tu es en tout cas peut-être plus que moi attaché à ce diagnostic, et donc tu voulais qu'on en parle. Oui, alors, effectivement, c'est vrai que je comprends ton point de vue, hein, ta position par rapport, au fait que le diagnostic en lui-même est hétérogène. Il regroupe, une partie, c'est pour ça qu'on parle de spectre, hein, autistique, et que c'est un diagnostic, qui a évolué dans les différentes, classifications. Et par contre, oui, je suis attaché en fait, à ce à ce diagnostic parce que ce qui alors pour plusieurs raisons. Une des premières vient des patients eux-mêmes et puis des parents, donc des patients qui soient adultes, même adolescents ou bien, qui n'ont pas été diagnostiqués en fait, et chez qui lorsqu'on observe, lorsqu'on reprend la trajectoire développementale, lorsqu'on recueille les données, on s'aperçoit qu'ils rentrent, ils ont les critères d'un trouble du spectre autistique. Une fois que le diagnostic leur vient, dans la grande majorité des cas, on a un soulagement, chez ces patients, qu'ils soient adultes ou chez les parents même de patients, alors que c'est un diagnostic difficile. C'est vraiment un diagnostic qui entraîne la prise de conscience quand même d'un handicap sur, plusieurs domaines, ça entraîne un soulagement dans le sens où ce qu'on peut dire, ce que quand j'ai discuté avec plusieurs, personnes, TSA, c'est, ils se sentaient différents depuis le début, où les parents voyaient qu'il y avait une différence chez leur enfant, qui lorsqu'elle n'était pas comprise, ça entraînait beaucoup de remise en question, ça entraînait une diminution colossale de la confiance en soi. Et en fait, lorsqu'on peut leur donner des explications quant à leur fonctionnement un petit peu, ça les aide beaucoup. Ça, je crois que je crois que c'est la raison principale. Sur laquelle on peut revenir. Je comprends aussi le point de vue de pas mal de professionnels qui peuvent dire qu'un diagnostic d'autisme ou de TSA, c'est quelque chose qui étiquette la personne, qui l'enferme, dans une sorte de label. Mais j'ai un regard différent dessus parce que je pense que l'étiquetage et puis, viennent plus de ce que la société va mettre sur l'étiquette, hein, d'autisme, et là, c'est un problème plus de la société. Le diagnostic en lui-même, effectivement, il est hétérogène, mais il regroupe quand même un type de fonctionnement qui est en soi, qui se retrouve
que ce soit dans le domaine des interactions sociales, dans les intérêts restreints, voire même chez certains cas où on voit des comportements stéréotypés, mais pas forcément, hein. C'est plus un critère absolument euh, dur, hein. On voit le nouvel ADOS, l'ADOS 2, qui est l'échelle en fait d'observation, Autism Diagnostic Observation Scale, scale qui observe en fait l'enfant. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans l'ADOS 1, il fallait coter sur le langage et la communication, et puis les troubles des interactions sociales, et sur les comportements, les intérêts restreints, les comportements stéréotypés. Maintenant, en fait, tu additionnes les deux, et tu n'es pas obligé de coter dans dans les deux domaines. Mais ce qu'on voit, c'est quand même un type de fonctionnement qui a beaucoup de points en commun. Et lorsque la personne reçoit, lorsqu'on lui explique le diagnostic, souvent elle se reconnaît, et en fait ça l'aide à se comprendre elle-même, d'une part, et en plus, c'est ce que je trouve tout aussi important, ça aide un petit peu à cibler les interventions, ça aide à cibler dans quoi on va se concentrer, sur quoi on va travailler, et dans ce sens-là, je pense que donner un diagnostic de TSA a beaucoup d'avantages, et c'est pour ça que là-dessus on avait des discussions qu'on avait. D'un autre côté également, c'est vrai que moi j'ai plus une approche, après effectivement avoir fait 6 ans de neurologie, et puis ma passion pour les neurosciences développementales, je me suis, avec la pédopsychiatrie, l'approche qui me convient le mieux, c'est une approche TCC, hein, plus de thérapie cognitive et comportementale. Et c'est vrai que j'ai un peu des reproches sur avant des diagnostics, des pseudo-diagnostics, tu vois, quand on voit une disharmonie évolutive, par exemple, ben, pour moi, c'est un diagnostic, effectivement, je le trouve un petit peu, je mets entre guillemets, mais je trouve ça un petit peu un diagnostic poubelle, dans le sens où on n'explique rien à la personne. On peut dire que ce soit disharmonie évolutive, ou bien avant les diagnostics des gens qui sont plus d'approche psychanalytique, où ils parlaient de prépsychose ou psychose infantile. Donc c'est des diagnostics qui me dérangent, par exemple, beaucoup plus qu'un diagnostic de TSA quand il est confirmé par un ADOS, par un ADI-R. Effectivement, c'est un diagnostic qui, pour moi, a du sens, parce qu'il il peut aider les gens à comprendre quel type de fonctionnement ils ont, comment cibler un petit peu les approches, et puis, et c'est pas rien, avoir accès à de l'aide, avoir accès à de l'aide, que ce soit de l'État, ou que ce soit au niveau des aménagements scolaires, etc. Ouais. Alors, moi, si tu veux, je serais d'accord uniquement, vraiment sur le dernier point, sur la partie reconnaissance des institutions et organisation administrative de l'allocation des ressources, etc. Mais sur le reste, vraiment, moi, j'ai l'argument moi, que je maintiens, mais qui est encore une fois discutable, et c'est pour ça qu'on en discute, c'est que dans ce que tu as cité, il n'y a rien qui est spécifique au diagnostic. C'est-à-dire que toute l'aide qu'on peut apporter aux patients ne dépend pas du mot TSA. Ne dépend pas du mot TSA, il dépend d'une analyse dimensionnelle et des difficultés du patient. Comme tu dis que le diagnostic de TSA va cibler les interventions, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ce qui va cibler les interventions, c'est le fait de screener l'ensemble des diagnostics qui peuvent être extrêmement différents d'un patient avec un diagnostic de DSA à un autre patient ayant un diagnostic de TSA, et que justement le type d'intervention sera extrêmement patient dépendante et très peu diagnostic dépendante. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toutes ces échelles dans le TSA. C'est parce que la réalité clinique, la réalité symptomatique des patients souffrant d'un TSA est tellement hétérogène que le diagnostic seul, le mot TSA, ne permet pas d'identifier des prises en charge spécifiques. Et c'est un vrai souci, et c'est pour ça que sur la chaîne, je présente assez souvent des articles
qui vont dans le sens d'une prise en charge dimensionnelle, d'une analyse dimensionnelle du trouble. Alors, j'en avais fait un récemment et c'est sur celui-là dont on avait un petit peu discuté ensemble et qui a motivé cette interview. Et puis j'en avais présenté aussi un autre récemment qui parlait de l'aspect, je dirais, Lego du TSA, c'est-à-dire qui rapporte que le TSA serait plus une association de différents troubles, de différents briques de Lego plus fondamentales qui peuvent s'associer d'une manière différente les unes aux autres, euh, l'épilepsie, le TDAH, les troubles anxieux obsessionnels, etc. Et en fonction des associations, tu as justement cette mosaïque de, de symptômes Alors, qui est différente. je te rejoins sur le point que effectivement les TSA ont très souvent des comorbidités, donc c'est vrai que et qu'il y a une hétérogénéité de part aussi euh, on voit, on ne sait pas vraiment on ne sait pas à 100% et c'est clair que la recherche est assez passionnante sur le sujet des causes du TSA, mais on voit qu'il y a des problèmes au niveau de la synapse, donc des différentes protéines qui soutiennent les synapses et qui permettent la création des synapses. Et donc quand tu as un problème qui a pour source la formation même de la synapse, bah, en fonction de la partie du cerveau qui va être plus ou moins altérée, tu auras effectivement une hétérogénéité des symptômes, à savoir également que quand on regarde le profil génétique des TSA, c'est un profil qui peut être en continuum avec aussi le TDAH et puis après d'autres pathologies comme la schizophrénie qui entraînent une mosaïque, comme tu dis bien, de symptômes et que chaque patient doit être vu individuellement pour un petit peu cibler la thérapie par rapport au patient centré sur le patient et pas forcément par rapport au diagnostic. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même, quand je dis un petit peu cibler les thérapies, quand arrives à diagnostiquer, par exemple, quand tu vois dans l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux vraiment des problèmes au niveau des interactions sociales, quand tu fais passer un ADOS module 1, quand tu as, on va dire, la chance d'avoir un gosse de 2 ans ou 2 ans et demi, ou voire même avant, si tu as bien ciblé les frères et sœurs, la fratrie d'enfants avec TSA et que tu arrives à voir, à diagnostiquer rapidement, là, les thérapies, la cible des interventions précoces, hein, est ciblée sur le TSA, à savoir le SDM qui a montré par des études randomisées que beaucoup d'effets extrêmement positifs. Hein. Là, je parle de vraiment le Early Start Denver model, le modèle de Denver, qui a été développé par Sally Rogers, enfin de l'US Davis. C'est un modèle qui marche, c'est un modèle qui est ciblé là-dessus sur le diagnostic. Hein, c'est des enfants où tu utilises la fenêtre développementale entre 1 et 4 ans, entre 12 et 48 mois, où tu fais une thérapie, tu fais une intervention précoce qui, elle, est basée sur le TSA. Et donc, c'est l'exemple un petit peu pour contredire ton argument, qui, elle, est basée sur le diagnostic de TSA et qui va être basée sur l'établissement d'un lien, d'un tour de rôle, d'un jeu par le jeu. Ça va permettre, en fait, à l'enfant d'ouvrir un petit peu, de s'ouvrir un petit peu au monde. On a vu ça aussi avec d'autres interventions précoces, dont par exemple celle qui a été développée en France à Tours, dans le CHU de Tours, avec la thérapie d'échange et de développement, où on voit que c'est des thérapies ciblées vraiment plus sur le diagnostic là-dessus, et qui ont montré vraiment beaucoup d'effets positifs. Donc Oui, là-dessus, c'est un petit peu mais alors moi, trop moi bien. je pense que ces thérapies-là, justement, moi je pense pas qu'elles soient basées sur le diagnostic. Je pense qu'effectivement, elles sont réservées aux personnes ayant un diagnostic de TSA, ça c'est sûr, qu'elles ont été testées chez des personnes ayant un diagnostic de TSA, ça c'est sûr aussi, mais si tu veux, le problème du TSA et de la psychiatrie moderne, enfin moderne,
actuelle en général, c'est qu'il n'y a rien de pathognomonique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun symptôme du TSA qui est pathognomonique. C'est-à-dire que l'ensemble des symptômes peuvent se retrouver dans d'autres troubles. Et c'est pour ça que moi j'appelle une psychiatrie beaucoup plus dimensionnelle que catégorielle. Et si tu veux, les difficultés d'interaction sociale, le déficit en théorie de l'esprit, le déficit en empathie, c'est un trouble qu'on retrouve ailleurs. Et je pense que les prises en charge dont tu parles, effectivement, je pense qu'elles peuvent être positives, mais elles ne sont pas positives à cause du diagnostic de TSA, mais parce que dans le TSA, il y a un déficit, il y a des difficultés que ces thérapies précises ciblent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, là, mais je te rejoins sur le fait que, ces thérapies peuvent être, par exemple, tu as un autre type de thérapie après quand dans l'adolescence, par exemple les habiletés sociales qui effectivement, vont vraiment être très bénéfiques pour les personnes, avec TSA, avec, Asperger et tout comme vont être bénéfiques également dans beaucoup d'autres, on va dire, pathologies ou bien, troubles ou bien, déficits, que ce soit des interactions sociales, que ce soit les gamins avec des TDAH aussi, ça les aide aussi beaucoup. Tout à Donc fait. là-dessus, je te rejoins, absolument. Mais quand tu regardes l'approche, que ce soit dimensionnelle ou centrée sur la personne, il y a quand même un fonctionnement qui peut être regroupé hein, chez les enfants TSA. Et pourquoi aussi, et moi je l'ai mis en premier argument, et c'est vrai que j'insiste sur celui-ci, c'est que la personne elle-même, lorsque, souvent, moi je vois ça chez les autistes adultes qui en fait sont diagnostiqués que après un burn-out ou après Mmh. vraiment une rupture de fonctionnement, et que en fait, le fait de leur annoncer, de leur annoncer, de regarder avec eux et de voir et d'arriver à la conclusion que oui, ils cotent pour, avec l'ASQ, ils cotent pour un diagnostic de TSA, ça les soulage. Ça les Ouais. soulage parce que avant, ils se disaient je suis nul, et là, ils disent je suis différent. Donc, et c'est pour ça, moi, j'adore en fait communiquer avec la communauté hein, des autistes. Pourquoi? Parce que déjà, ils vont jamais faire de cadeaux. Donc ils vont être honnêtes, ils sont toujours honnêtes, donc ils vont jamais essayer d'embellir les choses. Quand ils ont quelque chose à dire, et ça tu peux le voir aussi, que ce soit sur les conversations Twitter ou que ce soit sur la neurodiversité, souvent il y a des mouvements qui peuvent comme ça paraître, et c'est vrai, un peu extrémistes, ou dans le sens où ils vont attaquer, ils vont dire vous êtes tous des cons parce que vous avez rien fait pour aider. Et en fait, quand tu prends du recul et quand tu vois, eux, ils vont être honnêtes, ils vont dire là où les choses ne vont pas. Et dans le sens où, là-dessus même, je vois beaucoup de côtés positifs. On voit le cas de Greta Thunberg qui a Asperger. Ils vont être honnêtes, ils vont dire les choses qui vont pas, ils vont pas prendre de détours, et ils vont cibler souvent là où ça fait mal. Et donc avec eux, on peut avoir une conversation vraiment où ils peuvent donner. C'est pour ça que j'aime vraiment bien cette communauté, parce qu'une fois qu'ils sont souvent conscients de leur diagnostic, ils vont militer. Quand tu vois là où sont les meilleures prises en charge pour les autistes, c'est là où il y a les associations de parents d'autistes qui sont fortes, qui sont puissantes et qui font Tout bouger à les fait. choses. Et ça, c'est aussi une force qu'ils ont en eux, et dans le sens où, effectivement, des fois, on va se dire: «Attendez, est-ce que vous êtes là vraiment pour militer pour le TSA?» Mais moi, je suis passionné par la recherche qui va chercher les causes du TSA, mais je comprends quand ils me disent, parce qu'ils ont raison, ils disent: «Vous avez mis des milliards de dollars pour la recherche de la cause, et vous avez rien fait pour aider vraiment la communauté autiste.» C'est quelque Ouais. chose qui change, et nous, et ton approche dimensionnelle va dans le sens du changement, à savoir vraiment regarder qu'est-ce qui peut aider le patient. Et là, je te rejoins par contre complètement là-dessus, à savoir qu'est-ce qui peut aider le patient pour qu'il puisse s'adapter mieux dans la vie, pour qu'il puisse mieux s'adapter et pour qu'il aille. Excuse-moi, c'est de nouveau un appel. Ça va? C'est Ouais, bon, ça ouais, n'a pas c'est coupé? nickel. C'est Ah mais nickel. c'est nickel. Mais pour te dire qu'effectivement, moi aussi, je les comprends dans ce sens-là, et de ma pratique, de mon expérience, une fois qu'ils ont un diagnostic, et ben, ils sont quand même soulagés, même s'ils sont Alors, très inquiets.
Moi, soyons très clairs, hein, je suis entièrement d'accord pour dire qu'en psychiatrie, un diagnostic soulage la plupart du temps. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Il est tout à fait attendu qu'un patient qui ne sait pas ce qu'il a pendant des années, à qui on donne un diagnostic et qui se reconnaît dans le diagnostic, il va mieux. Je suis 100 d'accord avec toi. Simplement, je ne pense pas qu'il y a besoin spécifiquement de diagnostic d'autisme, de TSA pour ça. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait inventer une autre nosographie, une autre classification qui expliquerait au patient son mode de fonctionnement en détail et de manière peut-être même encore plus détaillée, parce que la manière dimensionnelle, elle permet de rentrer beaucoup plus dans les détails et de ne pas rester. Parce que si tu veux, un patient qui regarde les critères de TSA, du DSM, bon, bah, oui, c'est sûr qu'il rentre dedans, oui, il va se retrouver. Alors que si tu fais effectivement des sous-échelles, que tu vois les choses de manière plus symptomatique et plus dimensionnelle, tu vas encore plus faire de la psychoéducation avec ton patient, tu vas encore plus rentrer dans les détails de son mode de fonctionnement, tu vas avoir des gens avec un TSA qui vont être hyper et d'autres qui vont être hyposensibles. Enfin, tu vois? Comme les choses sont Ouais, extrêmement larges, ouais, moi je pense que le mieux, c'est vraiment de voir les choses plus en détail et de manière dimensionnelle et que je pense que c'est ça qui soulage les gens. C'est de se comprendre et de rattacher ce fonctionnement à un trouble psychique sans forcément qu'il y ait besoin du mot TSA. Tu vois, c'est ça que je veux ouais. dire. Alors, je comprends dans le sens, mais aussi dans le sens où l'un n'exclut pas l'autre. Donc Oui, c'est à partir oui. du moment, et effectivement, c'est un petit peu aussi l'approche TCC, quand on a on essaye de justement, ou quand tu fais une analyse fonctionnelle. Donc ce qu'il y a avec les enfants, par exemple, TSA, n'ont pas la même logique que nous. Donc en fait, à chaque crise, c'est vrai qu'il faut aller chercher dans leur logique, et c'est le travail qui me passionne, c'est un petit peu chercher dans la logique, donc en faisant une analyse fonctionnelle, hein, qui se rapproche, hein, beaucoup de l'approche dimensionnelle, une analyse fonctionnelle pour essayer de voir où est le chose. Est-ce que effectivement, comme tu dis, c'est au niveau sensoriel? Est-ce que c'est un problème dans la communication? Donc tout le travail passionnant, à mon avis, c'est quand tu prends en charge, un enfant, par exemple TSA, et tu vois qu'il y a une crise, c'est rechercher comme là, il faut être détective, hein, mais la médecine, c'est un boulot de détective, mais particulièrement avec le TSA, parce que la logique est complètement différente. Et à partir de ce moment-là, une fois que tu sais où chercher, moi je pense que une fois qu'on sait où on va chercher, le TSA va nous ouvrir plusieurs boîtes, on va dire, à outils qui vont nous aider dans la recherche de la cause, dans la recherche justement de comment faire un profil dimensionnel, comme tu dis, comment faire un profil de fonctionnement psychique qui va aider la personne. Et à partir du moment, ça fait juste avancer, ça ne règle pas tout. Et là, je te rejoins pas du tout. Je te rejoins complètement. Ça ne règle pas tout, mais ça va t'ouvrir quand même plusieurs tiroirs qui vont t'expliquer un petit peu, qui vont t'aider dans ta démarche de détective, où tu vas essayer de regarder qu'est-ce qui dérange le patient, comment l'aider à s'adapter, comment, tu vois, je te donne l'exemple de la prévisibilité. Si avec ou sans diagnostic TSA, bon, quand tu sais qu'il y a un diagnostic TSA, tu sais que l'enfant a besoin de prévisibilité, tu sais que si tu lui structures la journée, tu sais qu'il va penser visuellement, littéralement, il va penser visuellement, donc tu vas quand même avoir une autre approche qu'avec beaucoup d'autres troubles neurodéveloppementaux, bien que ce soit avec les TDAH ou tout. Tu vas quand même essayer de montrer visuellement, tu vas rajouter de la prévisibilité. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu, Ouais, mais ça dépend tu du des pistes. symptôme. Ouais, ça dépend du symptôme. Après, moi, j'avais une question à te poser, parce que tu es proche de la communauté des personnes souffrant de TSA. Moi, quand je vois sur Twitter des gens qui disent, «Chercher les causes du TSA, c'est vouloir exterminer, les personnes, c'est en gros, c'est de l'eugénisme ou du nazisme, je sais plus, enfin, on est jamais très loin du point Godwin». Oui. Toi, tu arrives à comprendre ça? Que des gens Alors qui souffrent d'un TSA, se disent: «Ben non, c'est scandaleux, il faut pas chercher les causes du TSA»? alors, effectivement, hein, comme tu dis, ça peut paraître un petit peu choquant. Déjà, quand tu sais un petit peu une certaine logique. En fait, ce qui veut dire après, effectivement, hein, moi, je suis passionné par la recherche, et puis je suis passionné par la science. Donc, à mon avis, la science, c'est vraiment, je vois la science comme
Feynman l'écrit, à savoir la science est là pour faire des liens. Comme il le dit très, très bien, c'est quand associes la philosophie à la psychologie aux neurosciences, les neurosciences à la chimie à la physique des particules, et en fait, tu recherches des maillons entre les choses, et tu recherches en fait la ligne qui associe en fait les différents savoirs. Et donc là-dessus, effectivement, on n'est pas d'accord en rechercher les causes de l'autisme. Ça viendra, alors certainement pas maintenant, mais plus tard, ça nous donnera des armes justement pour ça. Après, pour dire comment eux ils voient la chose, dans le sens où ce qu'il y a, c'est que ce qu'ils veulent te dire, c'est vous avez mis des milliards pour rechercher les causes et vous avez rien fait pour nous aider. Et puis en fait, du coup, donc association, du coup, rechercher les causes, c'est l'eugénisme, c'est du nazisme. Il y a deux points de vue. D'un côté, ils reprochent en fait que, bah, effectivement, on a mis des milliards pour rechercher le fonctionnement du cerveau sans avoir beaucoup de solutions à leur offrir, d'une part, et deuxièmement, ils ont peur en disant, attendez, on est différents, mais ça ne veut pas dire que si vous, là maintenant vous cherchez des causes, est-ce que vous voulez vous débarrasser de nous? Donc, en gros, vous dites, nous, on est des handicapés, et en fait, vous voulez tout le temps nous mettre comme si on était normaux. Et ça va pas non plus. Pourquoi? C'est vrai que quand tu vois beaucoup de personnes TSA, et ça c'est contre-intuitif, plus ils vont camoufler leurs troubles, plus ils auront des difficultés après d'angoisse, d'anxiété, et cetera. Ce qui est contre-intuitif, parce que tu dis plus il camoufle, en fait, plus il peut s'adapter et Non, plus ça non. va bien. Et en fait, plus il camoufle, plus ça va mal. Donc au bout d'un moment, Ah ils oui, disent ça demande non, un effort on énorme. veut pas être. Et moi, j'ai adoré un travail de recherche écrit par des TSA sur les gens, les neurotypiques, hein, où ils nous décrivent vraiment comme des gens obsédés par les interactions sociales, obsédés par les trucs, et c'est génial, absolument. Donc ils nous voient différemment, et c'est vrai qu'il ne faut pas le prendre au premier degré, parce que déjà, eux, le premier degré, bah, il y a des difficultés là-dessus. Et en fait, le message derrière, c'est au lieu de chercher tout le temps les causes pour essayer de nous éliminer, c'est un petit peu ce qu'ils ont compris. Donc là, ça c'est, tu parles d'extrême, hein, je Ouais, pense ouais, que oui, je parle vraiment d'extrême. C'est tu parles d'extrême. une extrême Mais minorité de minorité de minorité. voilà, et en fait, c'est quand même là-dessus, en essayant de comprendre leur point de vue, la logique, c'est, attendez, vous essayez de chercher les causes pour effectivement nous éliminer. Mais je pense que par contre, où ils sont pas une minorité, où ils ont raison, c'est dans le sens où, bah ouais, après des centaines de milliards de dollars mis sur la recherche du cerveau, eh ben, on sait beaucoup de gènes, on sait tout sur les synapses, mais alors, nous, nos problèmes, c'est les problèmes sensoriels, la communication augmentative et interactive, et l'anxiété. Donc, pourquoi ça, c'est nos problèmes. Et là-dessus, hein, il faut que la communauté scientifique fasse plus d'efforts. Et c'est comme, et là-dessus, faut les écouter. Greta Thunberg, elle est fantastique, et elle fait beaucoup d'efforts, hein, pour être très diplomate, mais comme elle le dit, tu vois comme ça dérange. Elle le dit, bah, honte à vous quand même. Et eux, ils auront une honnêteté qu'il faut prendre comme ça, hein, et c'est vrai que quand tu vas t'en ramasser dans la gueule dans la prise en charge des autistes, parce qu'ils vont être honnêtes et ils vont aller droit au but, et surtout ils vont toucher le truc qui fait mal, parce que t'as beau, tu vois, avoir tes 15 ans d'expérience dans la recherche et tout, et tu te dis que t'as une expérience, ils vont te dire, attends, pour moi, t'es un moins que rien tant que tu m'as pas trouvé une solution. Ce côté-là est dérangeant, mais au bout d'un moment, en fait, moi j'adore communiquer un petit peu avec eux. C'est Oui, non, dans le mais ça, sens où, moi, je suis tu assez vois ce que d'accord je avec veux ça. dire. Oui, oui, bien sûr. Ah, évidemment, j'adore mes patients. Ouais, J'adore mes ouais. patients TSA. Ce que je te disais, c'est que moi, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Moi, j'aime beaucoup parler avec mes patients avec un TSA. Honnêtement, j'en ai jamais rencontré comme certains de Twitter aussi vindicatifs. Donc, Alors, c'est complètement vraiment, d'accord. voilà. Twitter, moi, j'adore Twitter, hein, Ouais. comme tu le vois, moi, en fait, Twitter,
Moi, je trouve que c'est un outil fantastique, Mmh. mais comme tu le vois, Twitter, moi, je me suis basé surtout sur les neurosciences, sur les articles de neurosciences. Ça m'a permis d'être en contact direct avec les laboratoires de Harvard. Donc, j'ai une dizaine de personnes d'Harvard avec qui je communique, de l'UCL, de Stanford, de Yale, de UCLA. Et en fait, Twitter, moi, je l'utilise pour ça principalement, comme tu peux le voir un petit peu dans les choses. C'est vrai que grâce à Twitter, je peux être en contact avec Uta Frit, avec Chris Frit. Hein, il y a des gens, donc, que ce soit Mo Constandi, tu vois, des laboratoires et des PI où je peux avoir directement, hein, parce que je ne vais pas aller sur C-Hub, en tout cas pas de, je vais aller sur C-Hub avec mon ordinateur personnel, on est d'accord, parce que vive C-Hub et vive Open Science. Mais grâce à Twitter, je peux directement rentrer en contact avec des chercheurs qui font un boulot fantastique et qui m'envoient les PDF. Donc, si tu vois mon profil Twitter, tu vas surtout voir des articles de neurosciences. Euh, que je, surtout sur tout ce qui est neurodéveloppemental. Et Twitter, pour les discussions comme ça, c'est un réseau social qui, effectivement, tu vas avoir les extrêmes. Hein, quand tu vas rentrer dans de la polémique, tu vas toujours avoir les extrêmes. Et ça, j'utilise pas Twitter pour ça, tu vois. Et donc, Bien sûr. c'est vrai que c'est un petit peu toujours à prendre en compte, surtout quand on parle de santé mentale, surtout quand on parle d'exclusion. Moi, je trouve ça fantastique, que ce soit l'engagement, hein, que tu as, toi et ta chaîne. C'est vraiment bien, mais du coup, tu seras jamais à l'abri de Non, non, trucs mais ça, c'est pas ça, exclus. c'est pas un problème. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup de pour oui, cette discussion, et ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que toi, il y a un truc dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé, évoquer? Bah, écoute, à part que le cerveau est la chose la plus passionnante à tout, moi comme je te dis sur Twitter, en tant que neurographe, je suis là aussi pour souvent répondre à des questions souvent qui concernent que ce soit la neuroscience développementale ou bien les neurosciences en général. Je pense qu'il faut militer, comme tu le fais aussi, pour que ce soit la santé mentale, mais surtout l'étiquette et le label d'un diagnostic a plus à voir avec ce que la société y met. Et je pense que notre devoir, c'est non seulement d'aider nos patients, mais surtout éduquer les gens à être beaucoup plus ouverts parce que que ce soit, alors surtout avec moi je trouve surtout avec les autistes, je trouve que leur point de vue est tellement riche et peut tellement apporter au monde qu'il faut prendre ça en compte et qu'il faut se battre pour eux. Et c'est pour ça que je te soutiens dans ta chaîne et dans ton désir de pouvoir parler avec les gens, que ce soit de santé mentale ou que ce soit de troubles psychopathologiques. Et voilà quoi. Bon, Bon. bonne Ben, continuation. merci, à très bientôt Raphaël, ça m'a fait vraiment Salut plaisir. à toi. Allez, bye, salut. Ciao.